Aujourd'hui, on reçoit Valentin Gendreau pour un livre polémique, Flic, un journaliste a infiltré la police. On va essayer de comprendre ensemble les dessous du livre. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors dans celui-ci, tu témoignes des dessous de ton infiltration de 2 ans au sein de la police, de ta formation de flic contractuel aux portes du commissariat du 19e arrondissement. Pourquoi et comment tu as eu cette idée d'infiltration ? La police, c'est un sujet qui est extrêmement clivant. Vous avez une partie de la population qui va aimer, soutenir la police française, qui va axer ses commentaires et ses remarques sur la dénonciation des conditions de travail des forces de l'ordre, qui va évoquer le mal-être policier. Puis vous avez une autre partie de la population qui déteste la police et qui va plutôt parler, dénoncer les violences policières. C'est 2 grands tabous de la police, les violences policières et le mal-être policier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aborder de plein fouet ces 2 grands tabous-là. Et un journaliste montre, raconte, et c'est ce que j'ai fait dans ce livre, d'écrire le quotidien, l'environnement d'un policier dans un commissariat parisien. Alors justement, au niveau environnement, tout commence par une formation express. Tu décris un apprentissage low cost, entouré par des profils un peu particuliers. Il y a un catho proche de la mouvance néo-nazie, un mâle alpha au comportement complètement sexiste et un autre profondément raciste. Mais quel souvenir et quel renseignement tu gardes de cette formation ? C'est le fait qu'en 3 mois d'école, je suis sorti de ces 3 mois-là avec une habilitation à porter une arme sur la voie publique en 3 mois. J'avais jamais touché une arme de ma vie avant et je sors de ça avec la possibilité de pouvoir me servir d'une arme que je vais avoir à la ceinture lors de mes patrouilles. Donc c'est ça qui m'a le plus surpris, cette rapidité-là. Ce qui m'a surpris aussi, c'est le fait de pouvoir rentrer aussi facilement dans la police. Je suis rentré dans la police en plein état d'urgence, au printemps 2017, avec différentes étapes dans mon concours de policier contractuel. Un oral, une enquête administrative. J'étais déjà journaliste, j'étais déjà identifié comme journaliste, et pourtant, je suis rentré dans la police et je suis devenu policier. Et il y a un autre fait marquant qui revient, c'est le manque de formation sur les violences conjugales. T'en parles un peu, ça t'a marqué ça ? Le cours sur les violences conjugales, ça dure 3 heures, c'est en fin de scolarité, donc c'est un peu comme quand vous étiez au collège, votre prof de maths ou de physique-chimie, c'est plus trop quoi vous donner à faire en fin d'année, et ça ressemblait un peu à ça. 1 heure de cours théorique où le formateur nous expliquait comment est-ce qu'un couple peut en venir à une situation de violence conjugale, et 2 heures consacrées au visionnage d'un film. Ce manque de formation, on va le retrouver tout à l'heure, on va en parler un peu plus. Mais avant de te retrouver sur la voie publique, tu as été affecté à l'I3P, c'est l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris, où tu as vu des détenus plus que des patients, sédatés et puis gardés attachés. Quel souvenir t'en as ? L'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, qu'on appelle I3P dans le jargon, c'est une boîte noire, un endroit où les journalistes ne pénètrent jamais. D'ailleurs, je raconte dans le livre la petite anecdote, c'est que même le grand reporter Albert Londres a essayé d'infiltrer l'ancêtre de l'I3P et qui s'est fait griller. C'est une boîte noire et c'est aussi un endroit où on pratique la psychiatrie à l'ancienne, c'est-à-dire que la contention physique et chimique est quasi systématique. Alors moi, je ne vais pas parler de détenus, puisque ce n'est pas le terme qui est utilisé là-bas, on parle de patients. C'est le quartier général de la folie où, à Paris, les gens sont en observation pendant 48 heures. Donc effectivement, ils sont enfermés dans des chambres, ils ne peuvent pas sortir de leur chambre. Ils sont en observation et ensuite, un psychiatre décide si oui ou non on les hospitalise. Et moi, ma fonction là-bas, c'était chauffeur de patients en transit vers des hôpitaux psychiatriques. Donc après cet épisode chauffeur, tu arrives à ton objectif, c'est le commissariat du 19e arrondissement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu découvres ? Je peux vous raconter mon premier jour. Je débarque dans le commissariat, donc je suis en uniforme. La veille, j'ai regardé un tuto sur YouTube pour savoir comment on met en service l'arme de service, parce que je ne savais plus, tellement j'avais été formé de manière low cost en école. J'arrive à mettre mon arme en service, donc déjà je passe pas pour un boulet auprès de mes collègues. Et puis rapidement je me rends compte qu'un policier va frapper un gardé à vue qui demande d'aller aux toilettes. Et puis rapidement encore, une demi-heure plus tard environ, je suis devant la porte du commissariat, je suis ce qu'on appelle la permanence. Et donc je laisse rentrer et sortir les gens qui veulent rentrer en contact avec la police. Et une dame d'un certain âge, 70 ans environ, vient nous voir parce qu'elle veut déposer une main courante parce que son mari l'a menacée de mort. Et le policier qui était en faction devant le commissariat avec moi répond à cette dame, « Madame, si ça se reproduit, revenez nous voir ». Donc moi, le premier jour,
Je suis stupéfait, juste stupéfait. Je me dis, mais dans quel monde parallèle suis-je tombé? Avec d'un côté la garde à vue, où il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Sous les radars toujours en fait Voilà, de la hiérarchie. Voilà, ça fait partie de ce que j'appelle moi les zones grises. Et de l'autre côté, la violence conjugale, qui est quelque chose d'extrêmement récurrent dans les interventions de police, et où visiblement il y a quand même une réelle impréparation pour les policiers. Tu racontes aussi que tu t'es mis à faire des blagues sexistes, à parler de ta vie sexuelle alors que tu n'en parles pas forcément dans la vraie vie. Non, pas du tout. C'est récurrent chez eux, cette ambiance un peu de vestiaire masculin? Non, c'est pas récurrent, ça dépend des policiers. Certains vont être très pudiques, d'autres beaucoup moins. Ça dépend, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Vous avez tout type de profil, vous avez tout type de personnes avec des sensibilités différentes, avec des centres d'intérêt différents. Et évidemment, il faut s'adapter à ça. Et dans ce monde un peu particulier, il y a tout un lexique aussi. Tu parles beaucoup des bâtards dans ton livre, entre guillemets, toujours. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est pour les policiers? Les bâtards, c'est le mot générique que les policiers donnent aux personnes, aux jeunes hommes noirs d'origine arabe ou migrants. Et ça, c'est un mot qui est utilisé systématiquement et qu'au début, évidemment, je me dis, mais c'est extrêmement choquant comme mot. Et puis, au bout de 2, 3, 4 mois, je me mets moi-même à utiliser ce mot de bâtard. Toi, ça t'a pas posé question de l'utiliser? Est-ce que t'es pas devenu, malgré tout, complice, entre guillemets, de ce racisme? Comment tu le ressens, ça? Vous savez, une infiltration, c'est... moi, j'ai toujours considéré une infiltration comme le fait de prendre un train en marche. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je m'infiltre quelque part, ici, dans un commissariat, mais avant, dans l'entreprise, etc., je ne suis pas là pour faire de vagues, je suis là pour observer, raconter, montrer comment ça se passe. Donc, c'est-à-dire que je vais adopter les pratiques en cours. Et des policiers qui appellent des minorités noires d'origine arabe ou migrants les bâtards, au début ça me choque, évidemment. Et puis petit à petit, je me fais à ce vocabulaire-là. Et évidemment, c'est choquant. Tu le dis dans ton livre, il y a des policiers qui ne l'utilisent pas, donc tu avais le choix en fait. Est-ce que c'était un moyen de t'infiltrer de manière plus profonde? C'était un changement d'esprit de ta part? Oui, c'est une manière d'adopter ces codes. C'est une manière aussi de me faire bien voir de la part de certains policiers. Il y avait un policier en particulier qui s'appelle Stan dans le livre. C'est un policier qui, moi, m'impressionnait parce que c'est quelqu'un de grand, musclé, charismatique. Et j'avais envie de l'approcher parce que ce policier-là, il dégageait quelque chose de différent des autres. Et lui, il utilisait par exemple le mot les bâtards. Donc par exemple, si je me mets à utiliser les bâtards, c'est parce que ce personnage-là m'intéresse, que je veux pouvoir lui parler, recueillir des confidences ou recueillir lui son sentiment sur la police, sur les conditions de travail, sur les violences policières, etc. Donc tout ça m'intéresse. Mais tu comprends quand même que ça puisse choquer certains, que tu intériorises en fait quelque part un peu le racisme, ou pour toi ça s'explique vraiment par ta mission? Encore une fois, c'est une infiltration, c'est un train en marche. J'adopte les codes. On peut évidemment en discuter, mais si on en discute, il faut quand même aller au bout des choses et dire qu'une infiltration dans un commissariat, c'est quand même pas une chose qui est simple. Il faut réussir à se faire adopter par ses collègues. Les 2-3 premiers mois, par exemple, je suis quand même relativement seul. J'ai mis du temps avant de pouvoir avoir des conversations avec mes collègues, avoir des confidences, par exemple devant la porte du commissariat où on est en binôme et là on a le temps de parler, etc. Policier contractuel dans le commissariat, c'était un poste d'observation, mais juste observer, ça suffisait pas. Il fallait aller plus loin pour pouvoir raconter encore plus loin. Ce racisme, il va pousser certains policiers à commettre des actes très violents. Le point culminant de cette violence, c'est l'interpellation puis le tabassage de Konaté, un jeune homme qui écoutait de la musique. Est-ce que tu peux raconter un peu cette intervention? C'est un après-midi, on est dans une voiture de police, on est 4, donc moi à l'arrière avec 3 autres policiers, et puis sur les ondes radio de la police, on est missionné parce qu'un groupe d'adolescents écoute de la musique sur une enceinte amplifiée en bas d'un immeuble. Et un voisin s'est plaint, a appelé la police pour tapage, donc nous on se rend sur place. Et 10 minutes plus tard, un des adolescents, après avoir été frappé en bas de chez lui devant ses amis, se retrouve tabassé dans la voiture de police, puis frappé à nouveau au commissariat. Et comment on en arrive là, cette escalade de la violence? Alors quand on arrive sur place, on demande de faire cesser l'infraction. C'est la première mission des policiers dans un cas comme celui-ci. Les adolescents nous écoutent et coupent le son. Puis on va procéder à leur contrôle. Donc ils obtempèrent, comme on dit, dans le jargon policier.
Et puis la mission est terminée en fait. Enfin la mission, oui, je parle encore en langage policier, mais l'intervention de police est terminée. Moi je me dirige même vers la voiture en me disant on va repartir, c'est bon, c'est fini. Et là vous avez un des policiers, donc qui n'est pas la chef de bord, c'est un autre policier, qui va vers Konaté et lui dit il y en a marre de venir pour des choses comme ça, vous croyez qu'on a que ça à foutre? Et il va lui tapoter la joue. L'humiliation. C'est une humiliation devant ses amis. Et Konaté va commencer à le provoquer, et puis le ton monte, et puis rapidement, le policier va se mettre à le frapper. Et Konaté, qui est toujours devant ses potes adolescents, qui a 16 ans, réagit, je pense, comme n'importe quel adolescent, et décide de ne pas se laisser faire. Donc il va se mettre lui aussi à le provoquer. Mais à aucun moment, il va se mettre à avoir en tête de vouloir frapper le policier. À aucun moment. Donc ensuite, le policier va frapper à plusieurs reprises Konaté et on décide d'embarquer. Donc c'est le policier lui-même en fait qui décide seul d'embarquer l'adolescent et on l'embarque au commissariat où il est placé en garde à vue. Le soir, le policier va déposer plainte pour outrage et menace sur personne dépositaire de l'autorité publique. On va en revenir. Et ensuite, c'est l'adolescent qui va déposer plainte pour violence policière. Pourquoi t'es pas intervenu pendant cette agression? Déjà, moi, la violence, c'est quelque chose que je déteste totalement. C'est-à-dire que dès que ça peut partir de travers, dès que des poings peuvent voler, etc., je suis complètement blanc. Je me fige et j'ai qu'une envie, c'est de déguerpir. Donc quand je vois que la situation se tend, je reste derrière mes deux collègues masculins, donc je suis en retrait, derrière, et si jamais ça part, c'est pas moi qui vais prendre les premiers coups. Et en fait, ça n'est jamais parti, hormis le policier qui a frappé, évidemment, mais pour le reste, les adolescents, à aucun moment, n'ont tenté de répliquer. Ils ont même plutôt essayé de dire à leur ami calme-toi. C'est important, il n'y a pas eu d'outrage ou de rébellion Non, il y a eu de la provocation de la part de Konaté. Il y a eu des mots, effectivement. Mais parce qu'il s'était fait frapper devant ses amis, et il y a aussi le fait qu'il soit humilié. Et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes de ne pas être intervenu ou tu réaffirmes ce choix? J'ai tous les éléments pour raconter une bavure policière. J'ai tous les éléments pour raconter comment on en vient à ce qu'un policier frappe un adolescent, le tabasse dans une voiture et le frappe à nouveau au commissariat. J'ai tous les éléments pour raconter ensuite comment des policiers vont écrire un faux en écriture publique. Comment est-ce que des policiers vont ensuite couvrir un policier qui a dérapé? Pourquoi se priver de ça? En tant que journaliste, j'ai de l'or entre les mains. J'ai de l'or entre les mains à partir du moment où je raconte tout. Et évidemment, j'ai décidé d'infiltrer la police, c'était pour écrire un livre. C'était pour raconter le quotidien de policier. Là, cette histoire-là me tombe dessus. Évidemment, elle n'était pas prévue. Évidemment, moi, je n'avais pas prévu d'aller jusqu'à faire un faux témoignage pour couvrir un policier qui avait été auteur de violences policières. Mais j'assume totalement ce que j'ai fait. Pourquoi j'assume totalement ce que j'ai fait? Parce que je me dis que, d'une, je dénonce cette bavure-là. De deux, ça permet à terme que d'autres personnes puissent parler de ça, et à terme, du coup, de pouvoir dénoncer 1000 autres bavures de ce type-là. Certaines personnes pensent que tu aurais pu intervenir de manière frontale, ou du moins au moins dénoncer les faits au moment du rapport de police, et ça aurait pu te permettre de documenter un autre phénomène, c'est l'ostracisation d'un policier qui tente de ne pas laisser faire ses violences. Tu comprends ce qu'on te reproche ou pas? Mais oui, et qu'on en parle, c'est très bien, c'est très intéressant, mais on arrive après les faits. Donc on peut être dans le commentaire, on peut dire il fallait faire ci ou il fallait faire ça. Encore une fois, moi j'assume parfaitement ce que j'ai fait. Frapper un mineur pour un policier, c'est passible d'une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 5 ans. Faire un faux en écriture publique, c'est passible d'une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 15 ans. Et là, du coup, c'est les assises. Et vous ajoutez à ça 225 000 € d'amende. On va jusque-là. Si j'avais décidé de ne pas laisser faire une telle bavure, il faut savoir que ça faisait 3 semaines, 1 mois que j'étais dans le commissariat. C'était mes débuts. J'étais mis au placard directement. J'étais ostracisé, comme vous dites. J'aurais été probablement victime d'intimidation, de brimade. Alors évidemment, ça pouvait se raconter. Oui, mais d'un point de vue journalistique, ça se... Oui, mais l'autre version se défend aussi complètement. De décider de raconter une bavure, de A à Z, d'avoir tous les éléments. Moi, je trouve ça bien plus intéressant, au contraire. Ce syndrome du bon élève, policier, il vous pousse à faire une fausse déclaration, à falsifier le PV d'interpellation. Comment ça se passe? Alors moi, c'est pas moi qui falsifie le procès verbal d'interpellation parce que j'ai pas les pouvoirs en tant que policier contractuel pour le faire. Donc c'est un autre policier, un gardien de la paix, qui lui le fait. Mais je participe à ça, c'est-à-dire qu'au moment où lui, il a le clavier entre les mains et qui rédige le PVI, le procès verbal d'interpellation, moi, je suis à côté. Donc je regarde. Mais, encore une fois,
Moi, je décide de suivre le mouvement. Et puis, il faut aussi savoir que je ne suis que policier contractuel. Je suis le tout petit flic du commissariat. Je suis vraiment en dessous, il n'y a personne. Et les autres, ceux qui étaient avec moi ce jour-là, c'était des gardiens de la paix. Donc, dans la hiérarchie policière, je suis en dessous. Donc, en dessous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je me tais. Est-ce que, malgré cette enquête, tu gardes confiance dans nos institutions policières et judiciaires, sachant que les enquêtes de la justice mettent sur un piédestal un peu la version policière, et tu l'as vu, elle peut être tronquée? Vous savez, les gens qui sont, les policiers qui sont racistes, violents, sexistes, etc., en tout cas pour le commissariat du 19e arrondissement et pour la brigade dans laquelle je travaillais, c'est l'objet d'une minorité. Il y avait 32 policiers dans ma brigade, 4, 5, 6 policiers ont des comportements parfois violents, sexistes, racistes. Donc on ne peut pas faire une généralité. Et en plus, mon infiltration, c'est un focus sur une brigade en particulier. On ne peut pas faire de généralité en disant la police, c'est fabuleux, ou la police, c'est tous des violents. C'est pas possible. Intellectuellement, c'est pas tenable. Moi, je raconte ça tout en précisant, comme je viens de le dire, que c'est l'objet d'une minorité. Ce qui est choquant, par contre, là-dedans... C'est le silence des autres. Ben oui, bien sûr. C'est la majorité des policiers qui, d'ailleurs, parfois n'approuvent pas la violence de leurs collègues, mais tout le monde se tait. Tout le monde se tait parce que la police est un clan. Dans la police, on ne balance pas. Dans la police, il n'y a pas de traître. Et moi, j'ai décidé de ne pas en être un non plus. Donc du coup, j'étais, pour cette histoire-là, dans cette majorité qui suit et qui décide de ne pas dénoncer directement une bavure policière, mais qui n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, bien évidemment. Cette omerta que tu décris, est-ce que tu dirais que ça en fait un racisme systémique avec des violences policières qui sont couvertes? C'est quoi ton analyse? Le racisme systémique, là encore une fois, moi je ne peux parler que du 19e arrondissement, je ne peux parler que de la J3 du 19e arrondissement. Donc le racisme systémique... Si un jour vous entendez le ministère de l'Intérieur envoyer une note confidentielle pour dire il faut contrôler en priorité les personnes noires d'origine arabe et les migrants, là on pourra parler de racisme systémique. Il me semble que pour l'instant c'est pas le cas. C'est fait quand même par la pression des chiffres. On vise une certaine tranche de la population, les populations paupérisées. Oui, d'ailleurs je montre une étude de 2 sociologues qui montrent que des personnes noires d'origine arabe ou migrants ont 10 à 20 fois plus de chances de se faire contrôler que... des personnes blanches, comme nous sommes tous les deux. Donc oui, effectivement, il y a ce contrôle-là, il existe. Et d'ailleurs, dans le 19e arrondissement, vous avez des quartiers avec majorité d'une population noire d'origine arabe ou migrant, et vous avez aussi des quartiers, notamment les longs des quais, où ce sont des blancs. Mais c'est sûr que les blancs, on ne va pas souvent les contrôler, oui. Même jamais, pour être honnête. Dans la police française actuelle, il y a 2 grands tabous, les violences policières et le mal-être policier. Faire le lien entre les deux, c'est pas suffisant intellectuellement parce que les violences policières sont l'objet d'une minorité de policiers. La majorité, elle, comme la minorité, subit les mêmes conditions de travail dégradées. Et pourtant, ce n'est qu'une minorité qui pratique des violences policières. Donc du coup, c'est pour ça que ça ne tient pas. Et concernant... l'ensemble de la police, ou en tout cas la police que je connais, celle du 19e arrondissement, les conditions de travail sont dégradées pour tout un tas de raisons. Un bâtiment qui a 20 ans et qui fuit déjà, des problèmes techniques qui sont réparés 2 mois après, des voitures qui tombent en rade quand vous êtes en intervention, du matériel que vous êtes obligé d'acheter sur vos deniers, et puis surtout le fait de baigner quotidiennement dans l'anxiogène. Vous vous levez à 4h30 du matin pour commencer votre journée et vous allez être garde détenu, donc c'est-à-dire que vous surveillez les gardés à vue. Dès 6h du matin, vous respirez l'urine, les excréments, la sueur. Vous avez parfois des toxicomanes qui sont en redescente de leur nuit. Il faut gérer, il faut endurer ces choses-là quand on est policier. Alors, je ne parle pas des gardés à vue, puisque effectivement, eux subissent les mêmes odeurs. Aussi. Oui, mais moi, je n'ai pas infiltré les gardés à vue, j'ai infiltré la police. Donc, du coup, je peux parler de ce que c'est que d'être policier, qui va gérer toute une journée les gardés à vue. Et puis, vous pouvez aussi être amené à patrouiller, par exemple, sur la place Stalingrad, tôt le matin. Dès le début, vous êtes dans un bain de violence, vous êtes dans l'anxiogène. Ces choses-là, il ne faut quand même pas les oublier. Quand vous êtes policier, vous brassez de la misère sociale tous les jours. Donc... évidemment que c'est un métier qui est extrêmement difficile et il faut être armé psychologiquement pour faire ce métier. Dans ton livre, on l'a dit tout à l'heure, tu parles des contrôles aux faciès, mais en utilisant des études sociologiques et jamais en donnant la parole aux principaux concernés, les personnes racisées. Est-ce que c'est un choix éditorial ?
Non, j'y ai pas réfléchi particulièrement. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec des gens qui étaient en garde à vue, de discuter avec des gens qu'on venait d'interpeller. Il y a plusieurs cas dans le livre, notamment un jeune homme qui est originaire de Seine-Saint-Denis et qui s'est fait attraper parce qu'il ne s'est pas présenté à une convocation au tribunal. Et je raconte rapidement son parcours. Donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter. Il y a même le cas de ces 3 mineurs qui sont en attente de convocation par le procureur de la République. Et je raconte un peu le petit jeu à laquelle ils se livrent devant moi, en se moquant un peu, en me disant mais pourquoi est-ce que vous faites ce métier? Est-ce que c'est parce que vous avez souffert à l'école, etc. Donc je raconte ces choses-là. Non, j'ai essayé de rentrer en contact. En fait, l'infiltration dans la police, ok, d'un côté, je tiens de l'or parce que je suis dans un endroit où aucun journaliste français n'a jamais mis les pieds, mais que je sois avec des policiers ou que je sois avec des gardés à vue, je touche de l'or en fait. J'ai toujours de l'or dans les mains parce que j'ai toujours quelque chose à raconter. Et c'est quoi la suite de tout ça? Est-ce que tu as peur des représailles policières et judiciaires, notamment par rapport à ce que tu as fait? Le faux en écriture publique, c'est normalement, si j'en suis la réouverture de l'enquête qui a été demandée hier, jeudi, c'est la réouverture de l'enquête. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir ressortir une affaire qui a été mise sous le tapis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Toi, tu témoigneras ou pas bien contre sûr. Thierry à l'IGPN si tu es convoqué? Bien sûr. Et j'espère être convoqué à l'IGPN, bien sûr. Ouais. Bah oui. Mais vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile de vivre avec cette chose-là. Il y a la dissociation quand même entre le policier qui prend le train en marche et qui suit des pratiques policières claniques, et de l'autre, le journaliste, le citoyen qui se dit wow, « qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais pas trop loin? Jusqu'où je suis prêt à aller dans cette histoire-là ?» Donc là, la réouverture de l'enquête, ça permet pour moi de refaire une déposition. Et cette fois, de dire vraiment ce qui s'est passé. Non, évidemment. Justement, tu avais fixé quelques limites avant ton infiltration? Une limite, ne pas me montrer violent vis-à-vis de personnes face à moi, sauf si mon intégrité physique était mise en jeu. Jamais t'as frappé des mots, des injures? C'est arrivé 1 ou 2 fois, ouais, parce que je peux vous donner une anecdote. Un jour, un homme est en garde à vue et toutes les 30 secondes, il répétait « Suicidez-vous les policiers, suicidez-vous, c'est bon le suicide, c'est bon le suicide ». Pendant 2 heures comme ça. Au bout d'un moment, vous n'avez qu'une envie quand c'est comme ça. Entre 6 et 8 heures du matin, donc vous commencez votre journée et vous avez ça. À un moment, on n'a qu'une envie, c'est soit il s'endort, mais qu'il se taise, quoi. Voilà. Il y a aussi le passage avec Konaté. Tu lui dis fais pas le gars, t'as vu ce qui peut t'arriver. Il y a une dérive dans le langage qui fait que ça culpabilise un peu le jeune homme et ça justifie un peu la bavure policière par le comportement. Non, c'est pas comme ça que moi je peux le voir. Moi je reprends la stratégie de l'agneau que mon père développait quand il se faisait contrôler par des gendarmes. C'est de dire oui monsieur l'agent, pardon monsieur l'agent. Donc c'est de mettre sa fierté 3 à 4 minutes de côté, et puis une fois que c'est terminé, c'est terminé. Et il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'emmerde, il n'y a rien. Konaté, ce qu'il fait ce jour-là, c'est qu'il lui, il est muré dans une posture de défiance vis-à-vis des policiers. Donc c'est pour ça que je vais le voir et lui dire, et que je lui dis, il faut vraiment que tu fasses ce qu'on te dit. Vraiment, tais-toi, vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose pour essayer de le faire aller vers cette stratégie de l'agneau, d'être conciliant, d'être... voilà, ok, il s'est fait frapper, ok, mais il va déposer plainte et il faut qu'il se batte. Si je lui dis ça à ce moment-là, c'est parce que je lui dis non, il faut que tu fasses redescendre la température, même si tu t'es pris des marrons dans la tronche. Parce que pour toi, cette stratégie de l'agneau, elle protège des violences policières? Non, mais moi j'ai grandi dans un environnement où mon père, par exemple, hein, pour reparler de lui, quand il se faisait contrôler, il était très coulant avec les policiers, avec les gendarmes. Et les fois où je me suis fait contrôler, j'ai fait exactement la même chose. Et ça marche. Tout en ayant un peu une haine de l'uniforme, tu le racontes dans ton livre. Mon père était pas très... mais c'est pas qu'il était anti-police ou qu'il était anti-gendarme ou quoi que ce soit, c'est simplement que pour des gens de classe moyenne qui n'ont rien à se reprocher, le gendarme ou le policier est vu un peu comme un empêcheur de tourner en rond. Donc c'est pour ça qu'il ne les aimait pas spécialement. Mais moi, je ne connais pas de policiers. Enfin, avant cette infiltration-là, je ne connaissais pas de policiers dans ma famille, dans mon entourage, dans mes proches. Je ne connais pas de policiers. Donc du coup, c'est difficile de pouvoir dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire, ce qu'il faut dans ce genre de cas, vous voyez. Toi, à quel point cette enquête, elle a changé ton regard sur la police? J'étais insouciant avant d'aller dans la police pendant 2 ans. Quand j'étais policier, je l'étais nettement moins, parce que comme c'est un univers qui est profondément anxiogène, que vous gérez de la misère sociale, de la misère humaine, et que vous avez systématiquement presque des situations qui sont compliquées à gérer,
Forcément, ça déforme votre perception du réel. Donc forcément, vous voyez le mal partout. Donc quand j'étais policier, je voyais un peu le mal partout au bout de quelques mois. C'est fini maintenant cette période? Pas complètement, non. Parce que quand je prends le métro ou quand je marche dans la rue, je fais un peu plus attention à moi. Je fais un peu plus attention à l'environnement, aux personnes autour de moi. Ça, je peux vous dire qu'il y a 2, 3 ans, non, 3 ans, 4 ans, j'étais pas du tout comme ça. Toi, ton rapport avant ce livre avec la police, c'était juste durant des manifestations, c'est ça? C'est ce que tu écris dans ton bouquin? Ou tu avais eu d'autres affaires Non, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de participer à des manifestations et de me faire gazer à coups de bombes lacrymogènes, de gaz lacrymogène, mais c'est pas pour ça que j'ai décidé d'aller infiltrer la police. C'est encore une fois parce que le sujet étant tellement clivant, avec ces grands problèmes de société-là, l'affaire Adama Traoré qui a rebondi là au printemps, on est dans une actualité qui est quand même extrêmement brûlante sur les sujets policiers. Et en fait, la police va mal, mais la police ne met pas de mots sur ce qui va mal. Donc évidemment, ça ne peut qu'empirer. Et là, moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de mettre des mots, de pouvoir montrer et raconter. Donc la police a mal, et puis fait mal, c'est un peu la conclusion de ton livre ou pas? La police a mal et une minorité de la police fait mal. C'est important, cette minorité, elle revient. Oui, bien sûr. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même seau. Il y a des policiers qui sont dans une logique absolument pas violente. Mon chef de brigade, qui s'appelle dans le livre Stéphane, m'a dit un des premiers jours, moi ça fait 20 ans que je suis là, j'ai jamais couru après personne. Donc on est dans une logique du fonctionnaire un peu à l'ancienne, vous voyez, qui prend dans le cliché négatif du fonctionnaire pour le coup, de dire lui il a son salaire tous les mois, il fait son job et il rentre chez lui. Mais il n'a jamais été violent, cet homme-là. Donc on ne peut pas dire... vous imaginez un peu le raccourci facile qu'on fait en disant ça. Et je montre bien sûr des violences policières, des bavures policières, mais il y a aussi sur les 32 personnages de la brigade, ils n'y sont pas tous, hein. Ça veut dire que s'ils n'y sont pas, ils sont restés dans cette majorité silencieuse et qui souffrent. Et c'est pour ça que la police va mal. Merci Valentin Gendreau d'avoir accepté notre invitation, puis merci. Bon courage pour la suite. Merci.